Rebonjour à tous. On se retrouve pour une deuxième séance ensemble dans ce cadre de ce cours socialisation, normes et déviance. Et donc, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, si vous vous en souvenez, cette seconde séance est consacrée à la question des normes en général et plus précisément, on va le voir, aux normes les plus informelles, les plus celles qui apparaissent le moins comme des normes. Enfin bref, avant de vous dire tout ça, il faut que je vous donne un élément de définition de ce que peut être des normes au sens sociologique, parce que la notion de norme, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, est une notion qui a un sens commun, tout le monde parle de normes, sans avoir une définition très précise. Et puis, il y a d'autres sciences ou d'autres disciplines qui parlent de normes. Euh, c'est le cas notamment du droit, qui est une science, la science juridique, qui est une science des normes, mais qui renvoie plutôt à des normes très constituées, et très explicites. Et j'en parlerai lors de la prochaine séance. On fera un peu de sociologie du droit si on veut. Et mais on a aussi les normes technologiques, par exemple, hein, qui concernent toutes les techniques, que ce soit le bâtiment, que ce soit les normes électriques, les normes, tout ce qui est une centrale nucléaire, des milliers et des milliers de normes s'appliquent pour pouvoir faire en sorte que cet édifice et ce système technologique puisse tenir. Et ça doit respecter des normes pour évidemment des raisons de sécurité, etc. Et puis les normes téléphoniques, les 3G, 4G, etc., ce sont des normes qui sont respectées. Donc ce sont des standards technologiques, hein, ces normes-là, mais ce n'est pas précisément ce qui nous intéresse en sociologie. La notion de normes en sociologie, c'est pas forcément des règles, hein, très précises, c'est-à-dire une réglementation, des règlements, mais c'est des façons de faire qui sont reconnues comme valables, ou au contraire, des façons de ne pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et que l'on ne doit pas faire parce que c'est reconnu comme étant non valable. Bon, donc voilà, ces normes, c'est ce qui est connu et reconnu comme ayant une certaine valeur. Euh, et quand on dit il faut faire quelque chose, par exemple, il faut, eh bien déjà dire il faut, c'est énoncer d'une certaine manière une norme. Donc voilà, c'est ça la définition de la norme sociologique. Et moyennant quoi, on va considérer que la forme euh, la plus élémentaire et pourtant la plus puissante, la plus évidente et la plus commune des normes, ce sont des normes, non pas des normes énoncées, sur lesquelles je vais revenir, mais des normes incorporées. Je vous ai déjà parlé à propos de la socialisation de la dimension corporelle, c'est-à-dire que le corps est le principal support de la socialisation, eh bien, il est évidemment aussi le principal support des normes elles-mêmes. Notre corps prend en lui des normes et il est norme. Hein, notre corps est normé. La façon de se tenir, par exemple, est extrêmement normée. On sait que des gens qui marchent d'une certaine manière, eh bien, on pourrait dire que cette façon de marcher est vulgaire ou enfin, critiquable, etc., parce qu'elle n'est pas conforme à certaines normes qui sont les normes soit d'une civilisation, d'une société, dans un pays, soit d'un milieu social, et les normes en matière corporelle sont très variables selon les milieux sociaux. Donc, la forme la plus élémentaire de la norme, c'est incorporer, je vous ai déjà parlé de l'alimentation, etc., je vais y revenir, les goûts et les couleurs, tout ça est pris dans le corps. Et c'est là que se situe le principal support des normes. Bien évidemment, il y a aussi des normes que j'appelle ici énoncées, on pourrait dire des normes explicites. Je vous parlerai tout à l'heure de normes formelles, euh, c'est-à-dire des choses qui sont dites ou qui sont écrites.
ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais euh, à partir du moment où l'on énonce une norme, eh bien, c'est clair, ça devient clairement une norme. Une norme énoncée, c'est une norme qui s'annonce comme une norme. Le fait que je parle avec mes mains ou pas, ça n'apparaît pas comme une norme, et pourtant c'en est une, ça se fait plus ou moins selon les civilisations, et ce qui se fait avec les mains est normé. Euh, donc, mais ça n'apparaît pas comme une norme. En revanche, si je dis il faut, quand on est malade, il faut aller chez le médecin, c'est une norme énoncée. Il faut, c'est une norme énoncée. Ça n'apparaît pas forcément comme une norme, parce que ça apparaît comme une nécessité, ou comme un désir, ou comme quelque chose qui va de soi. Mais pourtant, c'est énoncé. C'est-à-dire que les gens disent, voilà, cette action est bonne, est valable, est souhaitable, etc. Et donc, dès lors, la norme est énoncée, dite, voire écrite, et chacun doit s'y conformer ou pas, mais en sachant que c'est quelque chose qui est, si on vous dit vous êtes malade, il faut aller chez le médecin, si vous n'y allez pas, vous n'y allez pas, mais tout de même avec une certaine culpabilité, c'est-à-dire vous dites on me l'a dit et ce serait bien que je le fasse, mais bon, je m'en dispense parce que j'ai d'autres raisons, d'autres normes qui viennent s'y opposer. Donc voilà, hein, cette différence est absolument essentielle entre normes incorporées et normes énoncées. Et la plupart des normes, la grande masse des normes, sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des normes, des normes incorporées. Alors d'ailleurs, on va y consacrer quelques instants parce que c'est quelque chose de tout à fait primordial. Donc, qu'est-ce que sont ces normes incorporées? En quoi consistent-elles? Donc, en quoi le corps est-il support de normes? Eh bien, j'ai un peu dit déjà, s'agissant des postures, la posture du corps, le fait de se tenir son buste d'une certaine manière, sa tête d'une certaine manière, est tout à fait normé. Euh, Ça n'apparaît pas évident quand quand, euh, on le dit comme ça, c'est-à-dire qu'on ne pense pas forcément que la manière dont on se tient, c'est normé et ça a un sens, ou ça a une valeur, plus exactement. Et bien pourtant, si on doit en administrer la preuve, premier élément, quelqu'un comme Marcel Mauss, qui est un des grands noms de la sociologie, qui était un sociologue qui était le neveu d'Émile Durkheim dont je parlais précédemment, et qui était précisément dans les années 1900, entre 1900 disons, et 1930, expliquait qu'il était capable de reconnaître la nationalité de quelqu'un, c'était une époque où les frontières étaient beaucoup moins poreuses qu'aujourd'hui, en fonction sa façon de marcher et de sa façon de se tenir debout, etc. Parce que chaque civilisation a ses normes en matière de posture du corps. Autre exemple, c'est que, ou c'est plus qu'un exemple, c'est un élément de preuve, si vous voulez, c'est que quand on apprend à des gens à appartenir à un milieu ou à se comporter d'une certaine manière pour certains types de situations, on leur apprend à se tenir d'une façon corporelle. Hein. Évidemment, typiquement les mannequins, le simple nom de mannequin montre comment se, se comporter, eh bien, les mannequins, on leur apprend à se tenir et à se déplacer. Je parle des mannequins, des défilés de mode, hein, on l'aura compris. Mais c'est vrai aussi de certaines personnes qui doivent exercer certaines fonctions sociales, eh bien, on va leur apprendre à tenir leur corps d'une certaine manière pour qu'ils puissent montrer à travers leur tenue corporelle leur, leur situation sociale. C'est des choses qui s'apprennent, par exemple, dans certaines formations professionnelles où on apprend à tenir son corps. Alors que ce n'est pas des métiers corporels. Hein. Je pense, par exemple, dans les métiers de banque, eh bien, on apprend à se tenir d'une certaine manière. Et probablement dans pas mal de métiers de la vente, parce qu'il faut donner l'impression d'avoir une certaine assurance vis-à-vis des clients. Et puis, par exemple, dans certains sports, on apprend à avoir une certaine tenue corporelle
qui est moins lié à des relations sociales et davantage, évidemment, à une activité corporelle. Mais il n'empêche que ces normes corporelles sont, sont énoncées par le sport, si vous voulez, en question, et que d'une certaine manière, le corps va se développer en fonction de ces normes. Hein. C'est-à-dire que pour être un bon athlète, il va falloir faire de la musculation, etc., pour avoir une certaine forme de corps. Et évidemment, du coup, ceci est vrai pour toutes sortes de personnes beaucoup plus ordinaires qui, pour plaire, par exemple, dans la société, ou pour séduire, vont vouloir être pour les hommes plutôt musclés, par exemple, ou pour les femmes plutôt sveltes, suivre des régimes, etc. Et là, on voit bien que la forme du corps est profondément normée et que je vous invite à ouvrir avec un œil sociologique une revue pour les femmes, par exemple, où vous aurez des photos de femmes qui correspondent à une certaine norme de ce que doit être le corps féminin. Mais aussi, probablement, sur des revues masculines où vous aurez des photos d'hommes qui correspondent à ce que ce doit être une certaine conception de l'homme, du point de vue corporel, de sa tenue corporelle, de ce que c'est qu'un beau mec, comme on dit. Voilà, donc, la posture. Alors, c'est le premier point, mais on voit bien comment le comportement, c'est-à-dire la manière d'agir, est tout à fait incorporé. Je vais y revenir plus tard, s'agissant de toutes sortes de choses ordinaires, mais on voit bien comment le fait d'avoir l'air sympathique ou d'avoir l'air agressif, d'avoir l'air prêt à faire un certain nombre de choses, enfin, tous les comportements ordinaires sont inscrits dans le corps, et que le corps exprime une série de choses. Et ça se traduit par des expressions faciales, par exemple, mais ça se traduit plus largement par ce que j'appelle une présentation de soi, c'est-à-dire la manière de se coiffer, la manière de se maquiller, la manière de s'habiller, la manière de se comporter vis-à-vis des autres compte tenu de tout cela. Eh bien, ce sont des choses qui sont inscrites, non pas forcément dans le corps, mais sur le corps, d'une certaine manière. Hein. L'habillement, c'est le prolongement du corps. Je parle beaucoup souvent à ce propos de la coiffure, parce que la coiffure, est-ce que c'est du corps ou est-ce que c'est de l'habillement, la décoration corporelle, hein, c'est un peu des deux, parce qu'on peut se coiffer, alors c'est surtout vrai pour les jeunes filles, enfin pour les femmes, enfin pas forcément les jeunes filles d'ailleurs, parfois les femmes d'un certain âge, qui passent beaucoup de temps chez le coiffeur, parce que leurs cheveux, qui sont pourtant un élément purement corporel et naturel, habillent le corps d'une certaine manière et lui donnent une certaine allure, et cette allure, qu'on appelle communément le look. Hein. Le look, c'est un mot anglais qui correspond à un vieux mot français qui est l'allure, le fait d'avoir l'air beau, d'avoir l'air séduisant, d'avoir l'air sympathique, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui est inscrit dans le corps. Et les cheveux sont typiquement le reflet de cela. Les cheveux plus ou moins longs, plus ou moins soyeux, plus ou moins tout ce qu'on voudra. Autre chose où l'on voit et où on peut comprendre que les normes sont incorporées alors que ça n'est pas évident, c'est ce que j'ai appelé ici les inhibitions, c'est-à-dire le fait de vouloir faire quelque chose ou pas, et d'être bloqué pour le faire. Hein, ce qui renvoie par exemple à la pudeur. C'est une norme qui est d'ailleurs une norme très explicite, qui est marquée dans je ne sais quel code, que de ne pas avoir le droit de se promener nu dans la rue. Mais je pense que la plupart d'entre nous ne se promènent pas nus dans la rue, non pas parce qu'ils ont peur d'avoir une amende, mais parce qu'ils trouveraient ça totalement impudique. Et si on se retrouve nu en public, eh bien, on a un sentiment de honte, etc. Et on rougit, par exemple. Hein. Je reviendrai sur le rougissement comme étant la marque corporelle de la transgression. Mais on a toutes sortes d'inhibitions tout le temps qui font que
on se retient de ne pas faire un certain nombre de choses parce que notre corps ne l'autorise pas. Et typiquement, par exemple, des actes de violence. Euh, Si on est socialisé convenablement par rapport à cette violence, eh bien, on ne commet pas des actes de violence, non pas simplement parce que c'est interdit par la loi, mais parce que notre corps nous l'interdit. Même si parfois on a envie d'être violent, on a des gens qui nous font subir des choses qui font qu'on a envie d'être violent à un patron qui est tellement désagréable, qui est tellement qu'à un moment donné vous avez envie de lui retourner une paire de baffes, mais vous ne le ferez pas non seulement parce que vous avez peur de la sanction, mais aussi parce que corporellement vous ne vous sentez pas apte à ça. Ce qui fait que, par exemple, les femmes, notamment, qui sont socialisées, qui sont très peu socialisées à la violence, à la pratique de la violence, si elles se font agresser, ne penseront pas à se défendre, n'auront pas le réflexe de se défendre, non pas parce qu'elles sont faibles ou parce qu'elles n'ont pas la force pour ça, mais parce que des gestes simples suffisent parfois pour pouvoir se défendre efficacement, mais parce qu'elles ont une inhibition à la violence, c'est-à-dire que taper sur quelqu'un d'autre est quelque chose qui leur est totalement impossible, alors que pour les garçons, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt, qu'on apprend à maîtriser d'ailleurs, à ne pas faire n'importe comment et n'importe quand, mais qu'on peut aussi bien apprendre en faisant du judo, du rugby, et même du foot, puisque c'est un sport qui peut être assez violent, ou d'autres sports de ce type-là, évidemment de la boxe, ce qu'on voudra, hein, et de la lutte. Et autant de sports où la violence est contrôlée, mais en même temps, elle peut être utilisée. Donc elle est normée, cette violence, qui fait qu'on est capable d'en contrôler l'inhibition, ou au contraire de l'inhibition, c'est-à-dire le fait de la lâcher, hein, tel ou tel comportement. Donc, toute la vie, on a des inhibitions qui font qu'on ne fait pas un certain nombre de choses parce que notre corps nous en empêche, et qui est que, par exemple, la forme de la norme la plus suprême, la plus sacrée dans la civilisation, qui est de manger de la chair humaine, eh bien, notre corps, si vous sert la chair humaine, vous ne le supporterez pas parce que vous aurez une inhibition corporelle totalement terrible par rapport à ça, et parce que manger le corps de l'autre est insupportable. Évidemment, c'est une norme, hein, ça n'est pas quelque chose de naturel, pour on est que certaines civilisations ont été anthropophages, et que ce n'est pas quelque chose de totalement immonde, insupportable ou inhumain, mais que c'est très humain, à un moment donné, pas dans n'importe quelle circonstance, de manger le corps de l'autre, qui n'est pas celui de son voisin, mais plutôt celui de son ennemi, qu'on a tué d'une certaine manière. De la même manière que manger de la viande de bœuf, par exemple, c'est particulièrement ordinaire pour nous, mais peut-être que dans 100 ans, c'est quelque chose qui sera totalement insupportable pour vos arrière-petits-enfants, qui sera à peu près équivalent que pour vous manger de l'humain ou du chien ou ce que vous voulez. Donc voilà, hein, ce qui nous revient à nous dire que les goûts et les valeurs sont des normes incorporées. Les valeurs morales, ah, c'est moral, donc c'est dans l'esprit. Eh bien non, parce que la valeur morale qui consiste à dire je ne dois pas faire un certain nombre de choses parce que c'est immoral, hein, je ne dois pas me promener tout nu, je ne dois pas, par exemple, je ne dois pas avoir des relations sexuelles avec telle ou telle personne, sont des choses qui sont totalement incorporées. S'agissant des relations sexuelles, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup moins d'inhibition vis-à-vis des relations sexuelles. Pensez bien que, disons, au 19e siècle et au début du 20e siècle, on avait beaucoup d'inhibitions, surtout dans certains milieux vis-à-vis de ça, et qu'il était tout à fait impensable d'avoir des relations sexuelles trop souvent, par exemple. Et c'était très. Et qui donnait lieu à des vraies inhibitions, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de désir sexuel parce que on le considérait la sexualité comme immorale, on n'arrivait même pas à penser sa propre sexualité. Et toute
une littérature là-dessus, pas psychologique, hein, mais une littérature de romans, etc., qui est tout à fait importante sur la question. Donc voilà pour les valeurs, mais pour les goûts, c'est exactement la même chose. Tous les goûts, que ce soit les goûts alimentaires, dont je vous ai déjà parlé s'agissant de la socialisation, le fait d'aimer ou pas aimer tel plat, tel légume, tel fruit, telle viande, etc., est tout à fait normé. Et ce sont des normes qui sont incorporées, qui font que si on mange quelque chose qui nous est particulièrement désagréable, pas dans notre norme, pas dans notre civilisation, pas dans notre culture, eh bien, on va le vomir parce que le corps refuse cet aliment. Eh bien, c'est la même chose aussi pour des goûts musicaux, par exemple. Les goûts musicaux sont typiquement ce sont des sons, donc des sons qui rentrent dans la tête, qui font que certains vont trouver insupportable, mais vraiment insupportable, au point de partir si la musique est trop forte, dans une boîte de nuit, ou une discothèque, etc., ou un concert. Parce que cette musique est parfaitement insupportable, elle leur paraît, elle leur donne mal à la tête, carrément. Non pas seulement parce qu'elle est violente, mais ça peut être même une musique de musique classique, etc., peut paraître écœurante, qui fait qu'on sort du concert, on sort du lieu où cette musique est diffusée, on arrête sa radio lorsque cette musique est diffusée alors qu'on ne l'avait pas demandé, aussi bien évidemment si c'est de la musique plus violente, comme je ne sais quoi, du hard rock ou du heavy metal, si vous connaissez, on peut se dire oui là on ne supporte pas parce que c'est violent, ça casse la tête, c'est bon. Mais il faut bien penser qu'il y a des gens qui apprécient ça. Parce que justement, c'est violent, ça casse la tête et ça remue les tripes. Et donc, ce goût pour cette musique est un goût incorporé qui fait qu'on y est sensible, comme on dit, et c'est une sensibilité corporelle et pas seulement spirituelle. Donc, tous les goûts, hein, je vais donner quelques exemples, mais vous pouvez les multiplier à l'infini puisqu'il n'y a pratiquement pas d'exception. Tous les goûts et toutes les valeurs relèvent de la norme incorporée. Alors, parfois, elle peut être un peu moins incorporée, un peu plus, vous me direz, certains sont plus dans la tête que dans le corps. Oui, mais du point de vue de la sociologie, le cerveau fait partie du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je vous l'ai déjà dit, lors du précédent cours, il n'y a pas de séparation du corps et de l'esprit. À partir du moment où j'ai un discours sur l'art, sur la musique, sur l'esthétique, etc., eh bien, ce discours est aussi dans mon corps, hein, à condition que ce ne soit pas seulement un discours, mais vraiment mes goûts que j'exprime de la sorte. Et donc, vous voyez que ça balaye très très large, que ces normes incorporées, c'est-à-dire que l'habillement, je vous en ai déjà parlé, la toilette, la toilette, il y a deux sens au terme de toilette, c'est-à-dire la toilette, la manière dont je m'habille et je me maquille pour sortir, donc ça, on l'a déjà vu, mais il y a aussi le fait de se laver, hein, l'hygiène. Le fait par exemple, typiquement, de se laver tous les jours, comme on le fait dans notre civilisation, même de prendre une douche tous les jours, c'est quelque chose qui devient un automatisme, qui est incontestable, qui est considéré comme quasiment biologique, qui est très corporel en tout cas. Et pourtant, c'est une norme. Il y a des gens qui ne se lavent pas tous les jours, et il y a des gens pour qui se laver tous les jours poserait un problème corporel. Il faut penser simplement que nos grands-parents, en tout cas les miens, et vos arrière-grands-parents, si vous êtes plus jeunes que moi, eh bien, ne prenaient pas de douche tous les jours, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de douche dans tous les logements à cette époque-là. Ils se lavaient probablement tous les jours, avec un gant de toilette, dans un lavabo, ce qui me paraît quelque chose d'incongru aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit bien comment les normes en matière d'hygiène sont des normes qui évoluent avec le temps, et on sait bien qu'on n'avait pas la même hygiène à d'autres époques qu'aujourd'hui, mais il faut pour autant penser que les gens étaient sales, forcément, à certaines époques. L'alimentation, on en a déjà parlé, je n'y reviens pas, mais par contre,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, y compris la manière dont on décore et ça c'est un point très important en sociologie, la manière dont on décore son environnement, son logement, son bureau, le papier qu'on met sur le mur, les meubles, les meubles et leur, euh, leur design, si vous voulez, l'ancien ou au contraire le moderne, les couleurs, etc. Enfin, tout ce qui fait son intimité, qui est un peu le prolongement de son corps aussi, eh bien, tout ça est très fortement lié à la socialisation et aux normes qui sont non pas des normes du coup de toute une société, mais des normes plutôt liées à un milieu social, à un milieu familial, à ce qu'on pourrait appeler une catégorie sociale en sociologie, hein, qui fait que bah, si vous allez acheter vos meubles dans un grand magasin qui vend des meubles d'origine suédoise, vous voyez, avec un design moderne, pas trop cher, suivez mon regard, eh bien, ça correspond à un certain goût d'un certain type de personne et qui est partagé, etc. Euh, alors que si vous achetez plutôt des meubles anciens, qui aujourd'hui achètent encore des pendules cantoises, etc., oui, ou des vieux meubles, un certain type de personnes pour qui la tradition a de l'importance, mais encore faut-il apprécier de vivre dans ce type de mobilier, ou ceux qui achètent des meubles beaucoup plus ordinaires, en formica ou je ne sais quoi, enfin, le formica n'existe plus, mais des meubles extrêmement, absolument sans aucune esthétique. Là encore, c'est un certain type dans un certain type de milieu social. Donc vous voyez que ça paraît assez évident que le décor du logement, le mobilier, etc., est assez normé, mais ce qui est moins évident, c'est que c'est un vrai code un code qui est quelque chose qu'on choisit. C'est pas simplement je n'achète pas des meubles de telle ou telle marque, de tel ou tel type, pour impressionner mes amis, parce que les amis viennent de temps en temps, mais c'est pour m'impressionner moi-même et pour apprécier mon environnement que je le fais. Et donc, c'est en cela que ce sont des normes qui sont des normes véritablement incorporées en termes de goût et de couleur, en quelque sorte, hein. Et puis après, ça induit toute une série de choses. On a vu que les goûts en matière artistique et culturelle sont surdéterminés par des normes incorporées. On est d'accord là-dessus. Enfin, j'espère que vous l'êtes. Mais au-delà de ça, du coup, ce sont les activités qu'on a au quotidien qui peuvent dépendre de ces normes incorporées, puisque ça peut être le choix que je fais d'une orientation professionnelle qui dépend de mes goûts et de mes couleurs. Ça peut être le choix que je fais de mes activités de loisirs, si je décide d'aller au cinéma ou pas, et si je vais au cinéma, quel type de film je vais voir, si je vais au musée, quel type de choses je vais voir. Est-ce que c'est plutôt les musées des arts et traditions populaires, ou c'est les musées d'art moderne et contemporain, l'exposition, etc. Tout ça est très fortement déterminé par mes goûts, qui sont donc des goûts extrêmement incorporés. Donc voilà, je crois que vous avez un peu saisi de quoi l'on parlait quand on parle des normes incorporées. C'est très important parce que une fois qu'on a compris ça, on comprend que les normes ont une puissance tout à fait importante parce qu'elles remplissent tous les espaces de ce qu'on fait ordinairement dans la vie sociale, de tout ce qui apparaît comme automatique, comme logique, comme évident, comme allant de soi. Eh bien, tout ça est en réalité normé et c'est inscrit à l'intérieur de soi, le problème n'étant pas tellement le corps, hein, mais le problème c'est l'intériorité. C'est-à-dire que ces normes sont intériorisées et que c'est des normes collectives qui induisent notre comportement, y compris le plus banal ou y compris celui qui apparaît comme le plus personnel. Le fait d'aimer telle ou telle musique, d'aimer tel ou tel art ou telle décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui apparaît comme très personnel. Or, c'est quelque chose qui en réalité est normé collectivement, correspond à des codes sociaux précis. C'est peut-être évident,
je ne suis pas sûr que ce soit évident pour tout le monde. Et en tout cas, c'est un point essentiel pour la sociologie. Voilà. Alors, à partir de là, on peut développer d'autres aspects. C'est ce que l'on va se donner la peine de faire à présent. Deux mots pour comprendre à quel point les choses aussi évidentes euh, et aussi banales que des actions, des choses tout à fait, qui apparaissent comme tout à fait corporelles et, biologiques et naturelles, eh bien, sont en réalité des normes. Et que ces normes sont acquises par la civilisation dans le temps. C'est-à-dire que ce qui nous paraît évident aujourd'hui est en réalité un acquis de l'histoire. Alors, je fais référence, pour vous parler de ça, à un sociologue important qui s'appelle Norbert Elias. Et donc voici la principale référence. Je vous donnerai d'autres références s'agissant de ce monsieur sur le site Cursus où vous êtes. Et donc Norbert Elias fait en fait un travail d'historien, puisque mais d'historien non pas de la grande histoire des nations et de la politique ou de l'économie, mais l'histoire des pratiques les plus ordinaires, et depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, des pratiques qui sont des pratiques corporelles de base, des pratiques de politesse de base, liées par exemple, ce qui enfin, personne n'avait vraiment étudié jusqu'à présent, qui était le crachat, le mouchage, l'essuyage de bouche, enfin des pratiques qui apparaissent comme des pratiques d'hygiène évidentes aujourd'hui, et qui à l'époque s'étant essentiellement grosso modo avant le XVIIIe siècle, n'étaient pas du tout évidentes. Ce qui le montre, c'est que jusqu'au XVIIe siècle, il était courant, tout le monde crachait, y compris dans les milieux les plus élevés dans la société, la grande bourgeoisie ou surtout la noblesse. On crachait, et on crachait tout le temps, et on crachait, parce qu'aujourd'hui on crache encore dans la rue, par exemple, même si, enfin, certaines personnes crachent dans la rue, même si c'est pas très hygiénique, ça a été normé à une certaine époque, mais on crachait même à l'intérieur, on crachait par terre, on crachait en mangeant. Et pire que ça, il arrivait de cracher sur d'autres personnes. Parce que ça ne les choquait pas, ça faisait partie, eux-mêmes crachaient sur les autres. À tel point que, donc, Norbert Elias, sa principale source, ce sont des ouvrages qui visent à, à réguler les mœurs un petit peu, hein, à partir du XVIIIe siècle. Il montre comment on apprenait aux gens à partir du XVIIIe siècle à ne pas cracher n'importe où, c'est pas à ne pas cracher, mais à ne pas cracher n'importe où, et notamment ne pas cracher sur les vêtements des autres, parce que c'est un peu dégoûtant, et se tourner un petit peu quand on crache. Hein. Voilà, on en est. Hein. Alors ça paraît complètement délirant, mais dans les années 60, était encore marqué dans certains bus, il est interdit de parler au conducteur et de cracher. Et n'oublions pas que aujourd'hui, on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur, règle que tout le monde applique, mais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était courant, quand j'ai fait mes études, eh bien, tout le monde fumait en cours, y compris le prof, et donc aujourd'hui, ça paraîtrait comme quelque chose d'assez abominable. Et pourtant, c'était il y a pas plus de, allez, 30 ans. Voilà, donc même chose pour le mouchage. On se mouchait n'importe où, et principalement dans ses vêtements, dans sa chemise. C'est ce qu'il y avait de plus pratique. Et donc le XVIIIe siècle invente un objet tout à fait nouveau, incroyable et apparemment bizarre et sans intérêt, qui était le mouchoir. Hein, un objet dans lequel on va se moucher dans cet objet en tissu spécifique, ce qui est une curiosité à l'époque et qui aujourd'hui apparaît comme allant de soi,
Encore que, puisqu'on fait l'histoire du mouchoir, il y a un autre tournant qui se passe à la fin du XXe siècle, où on passe du mouchoir en tissu au mouchoir en papier. Il y a peu de gens aujourd'hui qui se mouchent dans des mouchoirs en papier. Il y a peu de gens qui se mouchent dans des mouchoirs en tissu. La plupart des gens se mouchent dans des mouchoirs en papier. Hein. Et on trouverait qu'un mouchoir en tissu dans sa poche plein de glaire est quelque chose d'assez peu hygiénique. Donc voilà, on voit que des choses aussi triviales que le mouchoir ne cessent d'évoluer. À tel point que, par exemple, au début du XIXe siècle, Napoléon, qui emmenait ses troupes à la guerre, donc voulait qu'ils gardent un uniforme propre, et donc les a équipés de boutonnières qui existent toujours aujourd'hui sur la manche de leur veste, des gros boutons qui sont sur la manche, qui ne servent pas à grand-chose. Elles existent toujours sur les vestes, et ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi les grognards, les soldats de Napoléon étaient-ils équipés de ces boutons inutiles? Parce que ça les empêchait de se moucher dans leurs manches. Et ça évitait cette chose peu hygiénique. Même chose pour s'essuyer la bouche. Pendant les repas, on s'essuie la bouche dans une serviette, qui là encore aujourd'hui est plutôt une serviette en papier, mais on a encore des serviettes en tissu. Là, ça reste encore assez chic, à condition de les laver régulièrement. Et bien jusqu'au 18e, et même au début du 19e, il était courant de s'essuyer après avoir mangé dans sa chemise ou dans la nappe. Bon. Et vous imaginez faire ça chez vos amis quand vous êtes invité, ça serait, vous passeriez pour un fou. Hein. En réalité, pas seulement ça, quelqu'un qui n'est pas poli ou un peu mal élevé, mais pour un fou. C'est ça la différence. Hein. C'est-à-dire que ces choses-là, qui sont pour nous des choses évidentes et ordinaires, qui sont incorporées, puisque se moucher par terre, on ne saurait même pas le faire. Se moucher dans la chemise, non seulement on ne penserait pas le faire, mais ça nous dégoûte rien que d'y penser. Eh bien, c'était des pratiques ordinaires. Et ce que nous montre Norbert Elias, son ouvrage s'appelle La civilisation des mœurs, c'est que toutes ces normes morales d'hygiène, eh bien, se sont généralisées en un siècle ou un peu plus, ce qui est assez court à l'échelle historique, et que ce qui nous paraît absolument évident, aller de soi, mais tellement incontestable aujourd'hui, est en réalité l'acquis d'une histoire euh, l'acquis d'une histoire qui est en réalité assez courte, hein, en quelques siècles, moins de 2 siècles. Autrement dit, toutes les normes, et y compris ces normes les plus incorporées, sont des produits de l'histoire et seront variables selon les civilisations. Et qui fait que les pratiques de nos ancêtres, quelques générations avant nous, nous paraissent comme assez sauvages. Alors que, en réalité, c'est simplement les normes de leur époque qui les amenaient à se comporter d'une certaine manière, alors qu'aujourd'hui, on les trouve plus qu'incongrus, carrément abominables. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu sur ces questions de normes incorporées. Donc c'est très important parce que ça nous montre que ce qui est le plus ordinaire dans l'activité sociale, le plus évident et qu'on ne pense même pas à penser comme norme, puisque le fait de ne pas cracher par terre chez soi, de ne pas se moucher dans sa chemise, on n'imagine même pas que ça puisse exister. Et bien pourtant, le fait de se moucher dans un mouchoir, le fait de s'essuyer la bouche dans une serviette, ou le fait de ne pas cracher, sauf dans des endroits très particuliers où c'est réservé, eh bien, tout ça ce sont des normes qui ont été constituées dans l'histoire de la civilisation contemporaine. Après avoir évoqué les normes incorporées, je voudrais introduire une autre notion qui est la notion de normes informelles, par opposition bien sûr aux normes formelles. Et
Donc de quoi s'agit-il? C'est quelque chose que j'ai un peu déjà évoqué, mais qu'on va préciser là. Et les normes informelles, c'est celles qui ne sont pas annoncées comme normes, ou qui, si elles sont plus ou moins reconnues comme normes, n'ont pas la puissance d'une norme formelle, c'est-à-dire que elles ne sont pas formalisées par les institutions notamment. Et elles ont un caractère contraignant très limité, elles sont souvent évidemment non écrites. Les normes informelles, d'une certaine manière, ce sont les normes qui ne sont pas rédigées, même si je le redirais, la frontière entre normes formelles et normes informelles n'est pas seulement autour de la question de la rédaction et de leur formulation par écrit. Donc, qu'est-ce que sont les normes informelles? Ce sont des normes qui sont souvent énoncées, hein, et souvent dites à certaines occasions, dans certaines circonstances, notamment quand elles sont transgressées, qui sont connues de tous et souvent reconnues comme normes, mais qui n'ont pas la force institutionnelle. C'est-à-dire que les normes informelles n'ont pas cette obligation que recèlent les normes formelles associées à l'institution. Elles sont passées d'un commun accord, souvent tacite, entre les acteurs dans une situation, et elles vont de soi. Donc, bien sûr, la plupart des normes incorporées sont des normes informelles, ou plus exactement, je devrais dire la plupart des normes informelles sont des normes incorporées, mais ce n'est pas uniquement cela. Il y a des normes informelles qui ne sont pas incorporées, qu'on reconnaît comme normes, mais qui sont liées à la situation sociale davantage qu'à sa propre personne. Et puis, il y a aussi des normes formelles qui sont incorporées, hein. J'y reviendrai, mais le fait je l'ai dit, de ne pas commettre des actes de violence, c'est à la fois une norme formelle, c'est interdit par les codes, mais c'est aussi quelque chose qui est incorporé, comme je l'ai dit précédemment. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les normes formelles, les normes informelles, pardon. Donc les normes informelles, elles sont incorporées, je l'ai dit, j'y reviendrai, mais c'est beaucoup, et c'est ça sur lequel j'ai insisté, des normes d'interaction. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une interaction en sociologie? Voilà encore un concept qu'il faut marquer sur ces tablettes. L'interaction, c'est le fait d'agir, ça paraît assez évident, mais c'est mieux en le disant, d'interagir, c'est-à-dire d'agir avec d'autres, d'être dans une action commune, l'un envers l'autre. Ça peut être une discussion, un échange. Simplement, quand je vais acheter ma baguette de pain, je dis « Donnez-moi une baguette, s'il vous plaît, madame », et que la dame m'apporte une baguette et que je la paye, c'est une interaction qui dure très peu de temps, mais qui est une interaction. Ça peut être une discussion qui dure des heures, ça peut être une réunion de travail avec plusieurs personnes, mais ça peut être aussi une situation beaucoup plus importante, où il y a beaucoup plus de monde. Par exemple, un match de foot, je ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain, même si ce qui se passe sur le terrain, c'est une interaction, mais aussi ce qui se passe dans les tribunes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens disent « Allez le Stade Rennais, allez la France », allez Marseille, ou ce que vous voulez, allez l'OM, eh bien, on est dans une interaction, même si ces gens-là sont 10 000 et qu'ils disent la même chose au même moment, c'est quand même une interaction, parce que c'est une action collective, si vous voulez. Donc voilà, les interactions. Il est bien évident que la vie sociale est faite essentiellement d'interactions. Elle ne se réduit pas à cela, mais néanmoins, c'en est évidemment le fondement en termes d'action concrète, hein, de ce qui se passe concrètement dans la société, ce sont des interactions. Et toutes ces interactions au quotidien sont régies, sont contraintes par des normes qui sont partagées par les personnes, mais uniquement pendant cette situation. C'est en ça d'ailleurs qu'elles ne sont pas nécessairement incorporées. Autrement dit,
Si je prends mon exemple du match de foot, et donc du match où il y a un public et qui soutient son équipe, eh bien, ce public va faire une série de choses qui sont relativement normées, comme dire allez l'OM, comme chanter des chansons, comme faire la holla, enfin toute une série de choses que l'on peut faire quand on est dans un public de ce genre de manifestations sportives. Et ces actions sont extrêmement normées. Mais elles ne sont normées que parce qu'on est dans cette situation-là. Autrement dit, si on est tout seul dans son canapé ou même avec sa compagne ou ses enfants, il est peu probable qu'on se lève en chantant, que l'on crie Allez l'OM 15 fois de suite, au risque d'alerter ses voisins, et encore moins que l'on fasse la hola, par exemple. Et pourtant, on regarde le même match de foot que si on était dans le stade. Donc vous voyez, c'est la situation qui produit la norme, mais une norme qui est connue et reconnue de tous, et qui est acceptée. Personne, si quelqu'un ne fait pas la hola ou s'il ne crie pas l'allez l'OM, on lui en voudra pas trop. Enfin, en tout cas, au stade rennais, si vous ne criez pas allez Rennes, on vous en voudra pas trop. À Marseille, je ne sais pas, je n'ai pas été voir les matchs de l'OM. Et il se peut que ce soit plus contraignant. Mais voilà, tout ça pour dire que la norme est très associée à la situation d'interaction. Donc on prend cette situation, j'ai pris cette situation un peu triviale ou de loisir, etc., qui est celle du match de foot, mais prenons typiquement la situation d'une réunion publique ou une réunion privée, une réunion professionnelle, ou une réunion publique type politique, syndicale, etc., où le fonctionnement, les prises de parole, ce que les gens se sentent autorisés à dire ou ne pas dire, la façon de le dire, est surdéterminée enfin surdéterminée, en tout cas fortement déterminée par les normes que l'on se donne qui sont liées à cette situation-là. Autrement dit, on ne se comporte pas de la même manière selon les situations dans lesquelles on se trouve, et ces situations sont définies par des normes d'interaction, et ces normes d'interaction dépendent pas seulement, elles ne sont pas inscrites dans un code quelconque, elles sont inscrites davantage dans des habitudes, des façons de faire, et que si quelqu'un qui ne connaît pas les codes, qui ne connaît pas les normes de cette situation, se trouve dans cette situation, il risque d'avoir des comportements, disons, inopportuns, qui ne sont pas forcément déviants, mais simplement inopportuns, qui font qu'on l'écoutera moins ou qu'on va lui dire de changer un peu, ou on va lui expliquer des choses qu'il ne connaît pas. Et progressivement, à force d'aller dans ces réunions, typiquement quand on est dans un milieu professionnel, qu'on va à des réunions, au début, on n'ose pas prendre la parole parce que on ne sait pas si ce qu'on va dire pourra avoir de l'intérêt ou pas, de l'impact ou pas, ou si ça pourrait être mal pris. Et par conséquent, soit on ne prend pas la parole, soit au contraire on est très audacieux, on la prend, et ça peut avoir des conséquences un peu négatives, c'est-à-dire qu'on vous prend pour un hurluberlu parce que vous ne connaissez pas les codes de la situation. Donc, ces normes informelles ont beaucoup, beaucoup d'importance dans la vie quotidienne, sachant que même dans sa famille, même dans un lieu très familier, il y a des codes, et que si on va dans une autre famille, par exemple, pour passer un petit temps provisoirement, on est parfois un peu décalé, un peu à côté de la plaque parce que on n'a pas l'habitude des codes de cette famille, comme par exemple le fait d'aller à table. Eh bien, est-ce que ça se fait de manière plus ou moins protocolaire? Est-ce qu'on a le droit de parler à table ou pas? De quoi on a le droit de parler à table? Enfin, tout ça sont des choses qui sont très codifiées, et ce sont des normes informelles qui sont rarement énoncées. Alors, en quoi consistent ces normes d'interaction? Ce sont des éléments qui, comme toujours les normes, renvoient à des choses qui sont parfois extrêmement évidentes, extrêmement allant de soi, extrêmement banales, triviales, et qui pourtant sont très importantes. D'une certaine manière, plus c'est trivial, plus c'est important, plus ça structure la vie sociale, comme par exemple les salutations. Alors les salutations,
Et quelque chose qui va de soi, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Quand on rencontre quelqu'un, on lui serre la main, et on lui dit bonjour, et on lui fait la bise, et dans certains cas, notamment si c'est entre garçons et filles ou entre filles, plus rarement entre garçons, encore que apparemment ça se fait de plus en plus couramment aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, enfin surtout il y a 20 ans, autrefois ça aurait paru un peu déplacé. Bizarrement interprété, enfin, comme une forme d'homosexualité, alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait courant. Et, alors, ces salutations, ces normes de salutation, elles vont de soi, elles sont appliquées, et tant que ça se passe normalement, personne ne les remarque. On commence à les remarquer si quelqu'un refuse de vous, quand vous lui tendez la main, refuse de vous la prendre et de vous saluer, ou qu'il ne vous répond pas, il y a une rupture de la norme, et c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si quelqu'un vous refuse de vous dire bonjour, de vous regarder, ça veut dire qu'il ne veut pas interagir avec vous. Et si vous continuez à vouloir interagir avec lui et qu'il continue à tenir, enfin ne pas tenir compte de votre présence, vous allez très vite arrêter. L'interaction ne peut pas exister. Donc les salutations, c'est quelque chose d'important parce que ça initialise, comme on initialise un ordinateur ou je ne sais quoi, un logiciel, ça initialise l'interaction, et ça veut dire bonjour, se serrer la main, c'est dire nous allons être en interaction pour aujourd'hui, et nous partons sur des bonnes bases. J'accepte d'être en interaction avec toi, et tu acceptes d'être en interaction avec moi, et on va pouvoir se parler de choses importantes, de choses triviales, ou même ne pas se parler, mais simplement se côtoyer. Si je m'assois à côté de quelqu'un dans un train, je lui dis bonjour. C'est une façon de se dire tiens, il existe, et de reconnaître son existence. Je vais faire attention à vous et ne pas vous embêter, et même si je ne lui dis pas un mot de plus pendant tout le voyage, qui peut durer très longtemps. Voilà. Alors, ne pas oublier que ces normes informelles de salutation sont variables selon les civilisations. Là encore, j'ai toujours cette remarque que, attention, nous autres Français, ou en tout cas méditerranéens, on fait volontiers la bise un peu partout. Aussitôt qu'on rencontre une jeune femme, y compris pour la première fois, ou même une femme plus âgée, on lui fait la bise. Quand on est un homme, aux États-Unis, ça ne se fait pas du tout. Et si vous vous précipitiez à faire la bise comme du bon pain à une jeune fille, notamment, elle pourrait le prendre comme une forme d'agression ou de harcèlement à caractère sexuel. Et donc, vous voyez, en la matière, tout est extrêmement codifié, et je vous renvoie donc à la lecture de Tintin au Tibet. Dans Tintin, il y a toutes sortes de choses sociologiques, en tout cas sur les civilisations qui méritent d'être regardées avec un œil sociologique. Dans Tintin au Tibet, à un moment donné, le capitaine Haddock va au Tibet, et les enfants qui l'accueillent dans le village lui font comme ça, et ils croient que ça veut dire, c'est un peu insultant ou méprisant, alors que c'est leur manière de dire bonjour et de les accueillir avec bienveillance. Donc voilà, toutes les normes, toutes les salutations sont normées et sont variables selon les civilisations, mais aussi selon les milieux sociaux. Dans certains milieux, on peut dire salut, comment ça va. Dans d'autres, il vaut mieux dire bonjour monsieur, ou dans d'autres, être encore plus formel dans la manière dont on salue les personnes. Ce que j'appelle ici la bienséance, vous voyez bien, c'est tout ce qui accompagne les salutations, et toutes ces normes de fonctionnement dans l'interaction, dans la relation, dans l'échange et dans la conversation, qui font que, et là encore, les normes ne sont pas les mêmes selon les milieux dans lesquels on se trouve et selon les interlocuteurs qu'on a. On peut dire on peut formuler les choses d'une certaine manière face à certaines personnes et d'une autre face à d'autres. Autrement dit, on peut être plus ou moins grossier, par exemple, en fonction des personnes dans lesquelles on est. On peut faire des blagues plus ou moins comment dirais-je, vulgaire, si on veut, en tout cas
paillarde en fonction du public auquel on se trouve, et il ne faut pas se tromper de public quand on dit certaines choses, et dans certaines situations, eh bien, il faut être particulièrement vigilant de ces règles de bienséance qui consistent à être, par exemple, déférent envers les autres et à leur parler d'une manière avec un certain quant à soi, hein, une certaine retenue, qui sont des normes de bienséance, c'est-à-dire, pour être proche de l'étymologie, être bien dans une séance, c'est-à-dire une situation sociale. Cela se traduit aussi par le respect mutuel qu'on peut avoir envers les personnes, mais qui se situe sur le long terme, pas simplement sur une situation, mais sur une récurrence des situations qui marquent le respect que l'on a avec ses interlocuteurs. Le respect, alors évidemment, qui n'est pas le même selon le principe hiérarchique ou la position hiérarchique, c'est-à-dire que si avec ses supérieurs hiérarchiques, eh bien évidemment, on est plus respectueux, en tout cas c'est la norme qu'il veut, qu'avec d'autres qui sont aux équivalents ou qui sont inférieurs hiérarchiquement et avec qui on pourrait être moins respectueux de la manière de leur parler, par exemple. Alors, l'ensemble de ces normes d'interaction, comme je le disais à propos des salutations, rendent possible des interactions sociales, c'est-à-dire que, et les relations sociales plus largement. C'est-à-dire que la salutation introduit l'interaction et la rend possible, eh bien, les règles de bienséance, le fait de ne pas être désagréable avec les gens, de les respecter, et de faire des choses qui font sens et qui leur font honneur, etc., eh bien, tout ça contribue à maintenir une relation avec les gens, et que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit une relation familiale, tout ce qu'on voudra, et de donner une tonalité, un sens à cette relation, et faire en sorte que la société fonctionne, puisque la société n'est fait que, non pas d'une superposition, mais d'un enchevêtrement de relations sociales de la sorte, hein, que ce soit, là encore, sur le plan professionnel, amical, familial ou tout autre, les loisirs, etc. Voilà donc ces normes relationnelles, ces normes d'interaction, qui sont un élément très important de la vie sociale, qui ne sont pas la seule forme de normes, mais qui sont des normes informelles, et dont la particularité, je l'ai déjà dit, mais je réinsiste là-dessus, est qu'elles sont très variables selon les milieux sociaux, que ce soit des milieux culturels, que ce soit des milieux dans la hiérarchie sociale. On n'a pas les mêmes normes d'interaction selon les milieux sociaux, qui fait que, par exemple, eh bien, on est prié d'avoir une tenue correcte exigée. Tenue correcte, c'est la tenue, on suppose que c'est les vêtements, mais c'est pas seulement les vêtements, c'est la manière de se tenir, c'est la façon dont on se comporte avec les autres, qui est exigée dans certains milieux, et en général, on vous le signale. Donc, c'est très variable selon les milieux sociaux, et ça contribue à structurer la société, puisque pour vous donner accès à certains milieux sociaux, eh bien, il faut en avoir les codes, et ces normes informelles de relations et d'interaction, eh bien, il faut les connaître pour pouvoir interagir avec des personnes dans un certain milieu. Donc, ça a un caractère de classification sociale et de clé d'entrée dans différents milieux sociaux, du bas vers le haut, mais aussi peut-être du haut vers le bas. Hein. Si on veut être à l'aise dans un milieu ouvrier, par exemple, eh bien, il faut adopter un certain nombre de codes qui sont ceux des ouvriers, qui supposent, par exemple, d'être à la bonne franquette. Hein. Si vous formalisez trop, eh bien, on va considérer que vous êtes un peu guindé et on va vous tenir à l'écart si vous êtes dans le milieu ouvrier, parce qu'en milieu ouvrier, le code, c'est d'être à la bonne franquette, de se tutoyer, de se saluer, de se faire la bise et de rigoler ensemble et de raconter des histoires rigolotes plutôt que d'avoir des conversations très sérieuses. Toutes ces choses-là qui donnent une certaine tonalité aux relations sociales, et ça n'est pas du tout négatif ou méprisant de ma part, comprenez bien. Hein. Voilà pour donc les normes informelles.
Alors, dernier point à bien saisir pour cette seconde séance consacrée aux normes, c'est la question de la sanction. Parce que pour que des normes puissent exister, il faut qu'elles connaissent une sanction, c'est-à-dire que s'il y a transgression, que cette transgression soit marquée d'une manière ou d'une autre et qu'elle ait une forme de, de marquage institutionnel qui rappelle la norme. C'est-à-dire que la norme n'existe qu'à condition d'être rappelée quand elle est transgressée. Et d'une certaine manière, la transgression des normes a une utilité puisqu'elle renforce la norme. Un monde où les normes ne seraient jamais transgressées serait un monde très problématique. Donc, la sanction rend son efficacité aux normes. Alors, toutes les formes de normes ont leurs sanctions, qui ne sont pas forcément appliquées systématiquement, dans toute situation, mais qui le sont quand la norme s'écarte trop, quand le comportement s'écarte trop de la norme, selon les situations. Donc, quand le comportement s'écarte trop de la norme selon les situations, ce qui est donc, qui peut être assez variable. Hein. Une petite entorse, on vous en voudra pas. Et si vous avez à un moment donné des difficultés et puis que vous faites un rot à un moment donné de façon assez discrète, c'est pas grave. Si vous rôtez violemment pendant un repas ou régulièrement, là, il est probable que vous connaîtrez une sanction. Alors, de quel type de sanction s'agit-il? On va voir précisément, parce que c'est ça qui est important. Toutes les formes de normes ayant une forme de sanction qui lui est adaptée, à tel point d'ailleurs que la sanction donne sa caractéristique à la norme, bien souvent. Alors, s'agissant des normes incorporées, dont on a pas mal parlé quand même, quelle est la sanction? La sanction, elle est incorporée, c'est-à-dire que c'est en général la personne elle-même qui sait qu'elle a fauté, et qui, du fait qu'elle a fauté, ou en tout cas qu'elle a transgressé la norme, parce qu'on peut la transgresser sans le vouloir. Par exemple, vous êtes nu dans une pièce et puis vous avez oublié de fermer la porte et on ouvre la porte et on vous découvre nu dans la pièce. C'est très gênant. Vous avez transgressé une norme sans que ce soit votre faute, ni la faute de celui qui a ouvert la porte. Donc, la sanction est incorporée, c'est-à-dire que, alors c'est typiquement la honte. Quand on a transgressé une norme de ce type-là et que on se rend compte qu'on a dit une sottise, qu'on a fait quelque chose d'incongru, etc., on a honte. Et l'une des formes de manifestation très corporelle de la honte, c'est le fait de rougir. Quand on rougit, typiquement, c'est qu'on a honte de la situation, qui n'est pas forcément votre faute. Quelqu'un peut vous dire des choses très agréables, mais vous allez rougir, non pas parce que vous n'appréciez pas, mais parce que cette mise en valeur transgresse une certaine norme, qui est une norme de modestie, par exemple, ou du fait qu'on n'a pas envie qu'on parle de soi, et donc on se sent complètement un peu honteux d'être l'objet de tant d'attention. Donc c'est une forme de sanction de la situation. Donc ça peut aller beaucoup plus loin. Toute situation de transgression des normes incorporées donne lieu à une sanction interne de ce type-là, comme par exemple, tout simplement, si on a été violent avec quelqu'un et qu'on lui a tapé dessus parce que, comme on dit couramment, on a pété un plomb, on n'en pouvait plus, et le geste a dépassé la pensée, eh bien, après on a honte, et souvent on culpabilise. C'est-à-dire que la culpabilité d'avoir fait quelque chose est une forme d'autocensure extrêmement puissante. Extrêmement puissante, c'est-à-dire que cette culpabilité peut aller très très loin, bien sûr. Typiquement, quand on a renversé quelqu'un en voiture et qu'alors qu'on n'avait pas l'intention, on se sent très coupable et que la personne est blessée, ou pire,
décédé, on a une culpabilité terrible, même si on n'est pas intentionnellement responsable de la chose. Et cette transgression, la sanction, elle est très incorporée. Donc on peut multiplier les exemples de normes incorporées où c'est le corps, l'inhibition, qui impose la sanction à la personne, qui fait que par exemple il évitera de recommencer ou il fera attention quand il se retrouvera dans une situation pareille. Second type de sanctions par rapport à un second type de normes, c'est les normes d'interaction dont on vient de parler. Quelles sont les sanctions? Eh bien, il n'y a pas de sanctions formelles, c'est-à-dire que c'est pas comme ce ne sont pas des normes institutionnelles, l'institution n'a pas prévu de sanctions. Si vous ne dites pas bonjour, si vous êtes désagréable, voire insultant, si vous faites des gestes obscènes, etc., on ne va pas vous condamner. Alors peut-être que dans certains cas, il se peut qu'il y ait un texte de loi, mais c'est extrêmement rare que la sanction soit une sanction juridique ou judiciaire. Et la sanction est, dans 99% des cas, une sanction située dans l'interaction, situation, et qui vient des personnes avec lesquelles on a une relation, bien entendu, dont le type, même c'est le reproche, on vous dit, bah, attendez, vous êtes désagréable, cher monsieur ou chère madame, on vous dit que telle chose ne se fait pas ici dans cette situation-là, vous êtes prié de faire attention, et si vous répétez, on vous exclura de la situation, c'est-à-dire que vous ne serez plus invité à tel endroit, et à telle fête ou à telle réunion, où on ne vous adressera plus la parole. Hein. Quelqu'un qui est, par exemple, ne se lave pas, sent mauvais, est désagréable, est menaçant, etc., eh bien, on l'évite. Hein. On l'évite à la fois pour se protéger soi-même, mais aussi pour lui signifier qu'on n'a pas envie d'avoir des interactions avec lui, qu'on n'a pas envie de maintenir une relation avec lui, et donc il se trouve mis à l'écart. Vous pouvez imaginer le genre de situation ce que ça suppose. Et donc, dans certains cas, de personnes qui, pour toutes sortes de raisons, sont dans une récurrence des transgressions en matière de normes informelles, eh bien, cette mise à l'écart se transforme en exclusion, c'est-à-dire que la personne n'a plus de relations sociales, ou en tout cas plus avec des gens qui respectent ces normes-là, et se retrouve avec des gens qui sont eux aussi dans la transgression de ces normes. Et donc, je ne veux pas dire par là que tout ce que l'on met sous l'appellation SDF, de gens qui vivent dans la rue, etc., le sont simplement parce qu'ils ont transgressé des normes. Bien sûr que non. On sait très bien que c'est leur condition sociale qui les amène à ça. Mais à un moment donné, ils se trouvent dans une situation d'exclusion parce que le non-respect des normes amène des sanctions. S'ils cherchent un appartement, eh bien, on ne va pas leur accorder, non pas pour des raisons seulement financières ou autres, mais parce que leur aspect physique, leur odeur, leur comportement, eh bien, font que c'est-à-dire le propriétaire de l'appartement, l'agent immobilier, etc., ne se sent pas prêt à leur louer un appartement et les tiennent à l'écart. Alors, dernier point, s'agissant des sanctions associées aux transgressions des normes, c'est que, je l'ai dit au début, l'efficacité des normes suppose qu'il y ait une sanction, et donc s'il n'y a pas de sanction, si régulièrement il n'y a pas de sanction, eh bien la norme perd de son efficacité, perd de sa puissance, et devient finalement la norme se déplace. Hein. Elle devient de moins en moins une norme puissante, et une autre norme la remplace. Et je prends cet exemple-là sur le diaporama, qui est celui de la grossièreté langagière. Si vous écoutez la radio, par exemple, ou les médias audiovisuels, jusque dans les années 70-80,
les grossièretés, qu'on pourrait appeler les gros mots, hein, les mots vulgaires, etc., qui renvoient par exemple au sexe ou à des pratiques sexuelles, enfin tout ce qui sont parfois simplement des interjections, hein, comme putain, bordel, etc., eh bien, étaient totalement absentes et proscrites. Et ce qui est d'ailleurs le cas toujours aux États-Unis, mais comme elles sont pratiquées largement, et on les remplace par un bip. Vous savez, dans la télévision américaine, ils mettent bip à chaque fois qu'il y a un gros mot, notamment qui renvoie à quelque chose de sexuel, ce qui donne quelque chose d'assez, parfois d'assez ridicule. Mais en France, toutes ces grossièretés ont été admises progressivement. Alors, elles ne sont pas dites à longueur de temps par n'importe qui, mais elles sont admises. Elles peuvent être admises, dites notamment par des gens qui sont pas des professionnels de la télévision ou de la radio, mais qui sont interviewés, etc. Et, il est tout à fait acceptable d'entendre ce vocabulaire-là, ou y compris dans les fictions, par exemple. Hein. Si vous regardez les fictions américaines, il y a très peu de gros mots, ou alors ils sont très édulcorés, notamment les fictions télévisuelles. Hein, c'est différent pour les films cinéma. Alors qu'en France, on a beaucoup moins de retenue là-dessus. Eh bien, c'est pareil dans la vie courante, c'est-à-dire que ces mots grossiers qu'on réservait vraiment soit à la famille, soit à des endroits un peu où c'était autorisé dans les bistrots ou dans les salles de sport ou je ne sais quoi, eh bien, progressivement, sont pratiqués, y compris dans le milieu professionnel, y compris dans enfin, dans les lieux publics où ils ne devraient pas, ou autrefois en tout cas, ils n'étaient pas pratiqués. Et la norme relative à l'usage de ce langage grossier a changé, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus commune, ce langage qui est très grossier, très vulgaire. Aujourd'hui, devient du langage courant, sans que ça pose beaucoup de problèmes, et surtout sans qu'il y ait tellement de sanctions. C'est-à-dire que si vous utilisez ce vocabulaire-là, il est de plus en plus rare que les gens vous disent je vous en prie, cher monsieur, veuillez parler d'une manière plus convenable, ceci est indécent. Hein, et ça se fait de moins en moins. Autre exemple, c'est la mendicité, par exemple, enfin, toujours été plus ou moins proscrite, mais à une époque, cette interdiction se pratiquait. Aujourd'hui, il est rare que l'on sanctionne la mendicité, que ce soit en tant que règle informelle dans la rue ou en tant que règle formelle par la police, par exemple, qui ne va pas verbaliser la mendicité, même si, par exemple, parfois il y a des annonces dans les gares qui rappellent que la mendicité est interdite dans ces locaux. Voici donc comment va s'achever ce second cours consacré aux normes, qui vous a donné un aperçu général de ce que sont les normes sous différentes formes. Les formes les plus incorporées, qui sont celles qui structurent la vie sociale dans ses tréfonds, dans ses profondeurs, hein, en tant que civilisation, avec le texte de Norbert Elias et la recherche de Norbert Elias qui montre en quoi elles sont importantes et elles sont historiquement construites. Et puis, donc, les normes informelles, qui sont ces normes d'interaction qui fluidifient la vie de tous les jours et les relations ordinaires, et qui sont néanmoins tout aussi importantes. Mais donc, une autre forme de norme qui est très importante et auxquelles on pense spontanément, qui sont les normes formelles, mérite qu'on s'y arrête, et ce sera l'objet du prochain cours qui seront consacrés.